Eh bien, nous allons avoir un autre témoignage de la part de Dr Jean-Étienne Bazin, médecin anesthésiste, réanimateur et responsable du GREC. Le GREC, c'est un groupe de réflexion sur l'éthique clermontois, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Vous. Merci beaucoup et merci déjà à Jalma, à Paliado, mais pour l'organisation de cette soirée et pour votre invitation. Et puis merci d'être nombreux pour aborder un sujet qui est extrêmement important et qui est extrêmement important pour moi en tant que réanimateur, parce que vous savez que 7 Français sur 10 à peu près meurent à l'hôpital, et que la moitié des gens qui meurent à l'hôpital meurent en réanimation. Donc globalement, un tiers des Français meurent dans un service de réanimation. Et sur ce tiers, il y en a les 2 tiers, donc on peut estimer qu'à peu près 20% des Français meurent de limitation ou d'interruption de thérapeutique active. Ce qui veut dire que la loi Leonetti est quand même appliquée au moins à 20% de la population française. Bien ou pas bien, on peut, dans les détails, peut-être que certaines fois il manque des choses, mais que c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant dans un service de réanimation. Et plus je vide dans un service de réanimation, moins j'ai de certitude. C'est un petit peu comme Virginie vous l'a exprimé. Et moi, je sais pas ce que... Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la loi. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Notamment pour l'obstination déraisonnable. Comme on l'a dit, l'obstination, elle est bien. Et puis de temps en temps, il faut être déraisonnable. Et de temps en temps, moi, j'ai encore le souvenir d'avoir été complètement déraisonnable quand j'étais jeune. Parce que vous savez, et c'est là où la collégialité est extrêmement importante. C'est qu'entre les jeunes, les vieux, ceux qui sortent de garde, ceux qui sont fatigués, ceux qui ne sont pas fatigués, on n'a pas les mêmes points de vue, et c'est dans cette collégialité, dans cette discussion qu'on arrive à trouver la meilleure solution pour les patients et à ne pas faire tout et n'importe quoi. Mais quand j'étais jeune interne en réanimation, j'ai encore le souvenir, je me rappelle encore son nom, d'un jeune de 16 ans qui avait une infection extrêmement sévère qui était mort puisqu'il avait fait l'arrêt cardiaque. Le médecin senior est parti voir la famille pour dire que tout était mort. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, il peut pas mourir à 16 ans. Et on l'a ramassé, il est resté de l'adrénaline à côté, on a injecté l'adrénaline et il est reparti. Et l'année d'après, il est venu faire la fête avec nous. Et il est toujours vivant, il a perdu quelques orteils et quelques doigts, mais il est toujours vivant et j'espère que maintenant, il est heureux de vivre. Et donc, je me dis que sans cette déraison, à ce moment-là, peut-être qu'il ne serait pas vivant. Alors, c'est pas si simple que ça de savoir ce qui est raisonnable et pas déraisonnable. Mais c'est pas le but de la soirée. Le but de la soirée, c'était de parler de directives anticipées. Et alors là aussi, plus je parle de directives anticipées, moins je sais ce que c'est. Et en tout cas, je sais ce que ce n'est pas. Et puisqu'on parlait du groupe de réflexion, j'essaie d'animer un petit peu de réflexion au sein de l'établissement. C'est pas toujours facile. Et là, vous savez que maintenant, il y a beaucoup de mots dans les établissements de santé, il faut faire de la qualité, il faut faire de... Et donc, la cellule qualité avait dit, dans le livret d'accueil des familles, il faut absolument qu'il y ait un exemple de directive anticipée, il faut que les gens voient ce que c'est que des directives anticipées. Et donc, on nous a sorti un modèle, vous allez sur Internet, comment rédiger mes directives anticipées. Et le modèle, c'est du style... je veux être intubé, oui, non, je veux avoir une trachéotomie, oui, non, je veux avoir telle ou telle chose, oui, non, etc. Je dis, mais c'est pas possible, vous pouvez pas mettre ça dans le livret d'accueil. À l'hôpital, d'abord, il y a plein de gens, il y a des gens qui viennent pour accoucher, il y a des gens qui viennent pour des choses bénignes, et puis ils ne sont pas... Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors, j'ai renoncé, je voulais vous faire des diapositives, parce que vous savez, en médecine, on aime bien faire des diapositives pour présenter les choses. Puis je me suis dit que j'allais vous montrer plein d'horreurs. Alors j'ai préféré ne pas faire de diapositives, et puis pour essayer d'être assez court. Parce que... j'ai eu une réflexion, il y a quelques temps, j'étais au jury d'une thèse, et la thèse a été sur les hémicraniectomies. Alors, hémicraniectomie, c'est un mot monstrueux que je vous dis. En fait, c'est des patients qui, à l'occasion d'un accident vasculaire cérébral ou d'un traumatisme crânien, ont tellement de pression dans leur cerveau qu'on est obligé de leur enlever la moitié du crâne. D'accord? Vous voyez à peu près, si je vous montrais les photos, c'est épouvantable. Si je demande ici ce soir à n'importe qui, et à moi, est-ce que vous acceptez qu'un jour on vous enlève la moitié du crâne pour vous faire survivre? Qui va dire oui, il faut être... Or, dans cette thèse, qui ne s'intéressait pas nécessairement à l'éthique, mais qui l'abordait après, ils se sont intéressés aux gens qui ont survécu, et tous,
sauf un qui avait un peu moins bien survécu, mais les 15 à qui ils avaient fait ça, enfin, disons qu'il avait eu des séquelles, mais sur les 15, enfin sur les 16, il y en avait 15 qui vivaient, qui avaient repris une activité. Ils n'avaient pas tous repris une activité professionnelle, enfin, et ils vivaient, ils avaient une vie relationnelle. Et aux 15, ils leur ont posé la question de directive a posteriori, c'est-à-dire que dire au moment où on vous l'a fait, on n'a pas pu vous poser la question si vous étiez d'accord, on en a parlé à votre famille, etc. Et maintenant, a posteriori, est-ce que vous étiez d'accord pour qu'on vous le fasse? Et les 15 ont répondu oui. Ah, alors là, c'est difficile. Alors, quand on vous parle de suppléance, puisque la réanimation, c'est la suppléance d'organes vitaux. Quand je vois la dame qui dit « je ne veux pas qu'on prolonge artificiellement ma vie », mais prolonger artificiellement la vie, il y a plein de gens qui sont insuffisants rénaux, qui sont dialysés, et qui sont bien contents d'être dialysés et d'être en vie. Donc, pourquoi dire c'est un maintien complètement artificiel de la vie, pour le coup. Et ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, finalement, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, il y a ce que les anglo-saxons appellent le disability paradox. C'est, moi tout de suite, je vous dis, si un jour, et à une époque, quand j'étais plus svelte, je faisais du parapente, etc., j'avais sur moi un papier en disant, si un jour j'ai un accident, que j'ai un accident médulaire, que je me retrouve paraplégique, tétraplégique, etc., surtout vous ne me réanimez pas. Mais moi j'en ai réanimé plein des paraplégiques, des tétraplégiques, et qui sont très contents de vivre. J'en ai réanimé des gens qui avaient plus de bras et qui je me disais mais c'est pas possible et qui après étaient heureux de vivre parce qu'on ne réagit pas de la même façon quand on veut vivre et qu'on veut exprimer des choses. Et alors c'est quoi la vie? Ben finalement, moi je me dis les directives anticipées, c'est surtout un super projet de vie. Surtout ce qu'il faut exprimer, c'est les vraies valeurs de sa vie. J'en ai rien à foutre de savoir si les gens veulent être intubés, pas intubés, trachéotomisés, pas trachéotomisés, etc. Parce que moi, si j'ai une abeille qui vient me piquer le larynx et que j'étouffe, je serais bien content qu'on me fasse une trachéotomie. Si c'est pour me faire survivre dans des conditions épouvantables où j'ai plus aucune vie relationnelle, comme Vincent Humbert, à ce moment-là, pas Lambert, mais ça, qui était obligé d'être avec un respirateur, etc., peut-être que là, c'est complètement inacceptable. Mais comment le dire et comment l'exprimer avant? C'est pas sur une technique qu'on va se prononcer, c'est sur une façon de vivre. Et moi, pour moi, la vie, c'est quoi? C'est aimer, c'est manger, c'est boire, c'est vivre, c'est être heureux, c'est partager, c'est avoir une vie relationnelle, même si c'est avec juste un seul sourcil. Mais tant que je pourrais dire à quelqu'un que je l'aime, même simplement en le regardant, ben, qu'on me laisse en vie. Et donc c'est ça, peut-être que pour d'autres c'est autre chose, mais c'est ça qu'il faut exprimer dans ces directives anticipées, c'est comment est-ce que j'ai envie de vivre et ce que je veux vivre. Et d'ailleurs, pour prendre l'effet inverse des choses, c'est pas de se dire mais comment je voudrais anticiper ma mort, c'est comment je vais anticiper ma vie. Moi, un matin, je sais pas pourquoi, un jour je me suis réveillé, je me suis dit, moi j'ai bien vécu, j'ai fait tout ce que je voulais. Enfin, il y avait plein de choses que je voulais aller en Chine, ça, je serais jamais en Chine, mais peu importe. J'ai aimé, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai tué des gens dans le cadre de la médecine. J'en ai fait vivre et j'en ai ressuscité dans le cadre de la médecine. Et ça, maintenant, tous les jours où je me lève, je me dis, mais c'est génial, c'est un jour de plus. Et ben voilà, mais ça, c'est complètement différent. Vous voyez la vie différemment que de vous dire, anticiper. Vous avez pris un thème pour la soirée, mais qui est dramatique. Comment peut-on anticiper sa fin de vie? Tous les contes ou les films qui ont été faits où les gens savent le moment où ils allaient mourir et comment ils allaient mourir, ils ne vivent plus. On ne peut plus vivre si on sait comment on va mourir. Il ne faut surtout pas savoir comment on va mourir. Peut-être que ce soir, en traversant la route et en prenant ma voiture, je vais me tuer. Mais peu importe. Jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que je vous exprime là, j'aurais été heureux de vivre et j'aurais bien vécu. Et je crois que c'est ça qu'il faut. Et pour arriver à ça, eh bien, il faut dialoguer. Et Virginie et Anne-Marie l'ont bien dit, il faut dialoguer. Mais il ne faut pas dialoguer au moment où c'est trop tard. Ça me rappelle beaucoup le don d'organes. C'est au moment où on annonce aux gens, votre proche, il n'a plus le cerveau, son cerveau est mort, mais tiens, on voudrait bien lui piquer les 2 rognons, le foie, etc., parce que ça peut faire vivre des gens. Mais qui peut accepter ça? C'est la même chose que... C'est monstrueux. Par contre, si vous, entre vous, sur le canapé, en voiture, parce que vous vous embêtez dans les embouteillages, etc. Vous dites, tiens, et toi, au fait, un jour, si tu étais en coma dépassé, est-ce que tu accepterais de donner tes organes? Moi, je trouve que c'est bien, ça fait vivre des gens, je trouve... Eh bien, on dira, bah oui, on en a parlé, et puis on en a parlé, il était enthousiaste, ou au contraire. Parce qu'on parle des directives anticipées pour
arrêter et ne pas faire d'acharnement. Mais il y a des gens qui pourraient très bien écrire des directives anticipées en disant « mais moi, maintenez-moi en vie ». Il y a des gens, vous le savez peut-être, mais ce n'est pas de la science-fiction. Parce que dernièrement, il y en a un qui est parti à Genève comme ça. Il y a encore des gens qui payent pour se faire mettre dans des congélateurs en espérant qu'un jour, on les réanime et contre la médecine trouvera une solution pour les faire vivre. Je ne sais pas combien de milliers d'euros par jour. Hein. Donc, ça existe aussi. Il y a peut-être des gens qui veulent vivre comme Vincent Lambert, qui veulent vivre toute leur vie en disant peut-être qu'un jour, on trouvera... Mais... moi, par exemple, quand Anne-Marie a parlé de l'avis du Conseil d'État, ce qui m'a frappé le plus dans l'avis du Conseil d'État pour Vincent Lambert, c'est l'acharnement, alors là, pour le coup, c'est un acharnement, que la famille, les médecins, etc., ont mis pour prouver qu'il n'y avait plus aucun moyen relationnel. Ils l'ont emmené en Belgique, ils l'ont emmené en Allemagne, ils l'ont emmené partout, faire des IRM pas possibles, dans tous les sens, ils l'ont découpé, jusqu'au moment où ils ont dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune possibilité, même si sa maman disait il a une larme, etc., mais c'était une larme qui était... Mais ce n'était pas une réaction à une... Parce que même s'il avait exprimé ça, peut-être que tout le monde aurait eu une attitude différente en disant on lui a dit qu'on allait tout arrêter et il s'est mis à pleurer. Là, il a exprimé quelque chose et dans ce cas-là, il n'y avait pas à faire. Mais on a prouvé qu'il n'y avait aucune relation. Quand il n'y a plus de vie de relation, est-ce que c'est une vie encore ? On ne parle même plus de fin de vie, on parle juste d'une physiologie qu'on maintient en vie. D'accord ? Pour d'autres éléments qui sont des procédures pénales encore en cours, c'était la même chose. Je veux dire, il ne faut pas confondre. Et l'amalgame des fins de vie, l'amalgame de vouloir changer la loi Lonetti, qui est une excellente loi, comme on l'a vu, pour essayer de parler d'autre chose. Mais c'est d'autres choses. Le suicide assisté, c'est totalement différent de ce qu'on a vu ici, ça n'a rien à voir. S'il y a des gens qui veulent se suicider et qui veulent trouver des recettes, c'est leur problème, mais ça n'a rien à voir avec la fin de vie. Et s'il y a des gens qui sont en agonie, c'est-à-dire qui n'ont plus aucune vie relationnelle et qui sont en train de mourir à quelques heures près, ça n'a plus rien à voir avec la vie. On ne parle pas. Et à force de vouloir tout amalgamer, de vouloir faire une loi qui règle tous les problèmes, eh bien, on pose des problèmes. Et on en pose des problèmes énormes aux médecins. Et alors, pour finir, juste un dernier mot, c'est une notion qui est dans la loi et qui n'est pas dans la loi, et qui est extrêmement difficile et qui, en réanimation, en tout cas dans toutes les situations graves, mais qu'on pourrait rapprocher de plein d'autres situations, pose un vrai problème. C'est celui d'un terme que j'aime pas du tout, qui est celui, parce que c'est une traduction anglo-saxonne, de compétence des patients. On en a parlé. La loi dit quand on n'a plus la possibilité d'exprimer sa volonté. Mais ça veut dire quoi ? Tout de suite, on voit quelqu'un qui est dans le coma. Moi, c'est clair, la situation de Vincent Lambert, je suis dans le coma, j'ai plus aucun moyen d'exprimer. Arrêtez tout. C'est la seule directive anticipée que je pourrais donner sur un plan purement formel. Mais ça veut dire quoi, ne plus pouvoir donner son avis ? Quand vous êtes en train d'étouffer, que vous avez le taux de gaz carbonique qui est à 2 fois, 3 fois la normale, vous êtes complètement ivre, vous n'avez plus la pleine possession de vos moyens. Quand vous avez un état de choc et que vous avez trop de tension, votre cerveau il n'est plus totalement irrigué, est-ce que vous êtes capable de donner votre volonté à ce moment-là ? Non, pourtant vous êtes encore vivant, pourtant vous exprimez, vous dites sauvez-moi ou ne me sauvez pas, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix. Mais comment, et ça rejoint tout à l'heure le patient qui est en train de saigner, comment un patient qui a trop de tension, qui dit foutez-moi la paix, ne m'opérez pas, comment on peut dire il est apte à donner son avis ? Alors ça, je vous ai pris des exemples, c'est assez facile, mais il y a d'autres éléments qui sont plus difficiles. La maladie d'Alzheimer débutante, la démence débutante. Est-ce qu'on est encore apte ou pas apte ? À partir de quand on est apte ou pas apte ? Et ça, avant que la loi nous donne une réponse, je pense qu'on ne pourra jamais la donner, et ça restera toujours un énorme problème de décision, de savoir quand il faut et quand il ne faut pas faire. Et finalement, pour rejoindre ce que je disais au départ, c'est quand on discute, il faut passer du temps. Et passer du temps, c'est pas passer du temps, donc, comme je vous le disais, au moment où le patient est en train d'asphyxier et de savoir s'il faut l'intuber ou pas l'intuber. C'est passer du temps avant ce dialogue qui doit être fait entre le patient et les médecins. C'est de la formation, c'est de la pédagogie, de l'agogie. Il faut absolument apprendre aux gens et discuter avec eux. Moi, mon rêve, mon souhait, c'est de faire des apéritifs, des repas de directives anticipées. On en discute,
Et puis vous me dites, mais au fait, on parle de trichotomie, mais c'est quoi, dans quel cas on en fait, dans ça. Et puis Anne-Marie vous dira, mais oui, la loi vous autorise à dire ou à pas dire tel truc, etc. Et puis au final, vous en aurez parlé entre vous, et puis vous aurez dit, ben voilà, moi c'est ce que je veux, c'est ça. Et vous ne direz pas, dire je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, mais j'en sais rien. Moi, si on peut me tirer d'affaire et que je peux encore manger du foie gras à Noël, je veux bien qu'on fasse un peu d'acharnement thérapeutique. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que les choses sont très complexes. En tout cas, aucune loi ne pourra jamais régler ça, parce que c'est du cas par cas. C'est la discussion, il faut surtout en discuter avant. Donc, pour reprendre l'exemple de notre hôpital qui voulait un QCM avec toutes les choses à faire ou à pas faire, moi, ce que je veux, c'est que si vous avez des directives anticipées à faire, eh bien qu'il y a un numéro, vous pouvez appeler un numéro, et puis on discutera avec vous, et puis on en parlera avec vous, et puis on pourra faire une petite réunion, comme une réunion de supérieur, et à la fin de la réunion, vous aurez vos directives anticipées. En tout cas, vous saurez ce que vous voulez y mettre, et votre personne de confiance, si elle vient en même temps que vous, elle aura pu comprendre cette réflexion. Et la réflexion, ça évolue au cours du temps, et on n'a pas toujours les mêmes points de vue. Je vous remercie. Oui, merci professeur Bazin. On a bien retenu que les directives anticipées, c'était une question de point de vue en fait. Hein. C'est une point de vue de l'endroit où on est, parce que quand on est en soins palliatifs ou quand on est en réanimation, c'est pas la même chose. J'ai retenu que pour les vôtres, si vous voulez, les vôtres, c'est je veux continuer à faire de l'œil, même si j'ai pas le choix de l'œil. C'est ça en gros. Hein. Donc bravo pour ce projet de vie. Et puis, vous avez posé quand même la question de c'est très difficile d'anticiper sa fin de vie. Ben, ça tombe bien parce que M. Christian Godin a peut-être des réponses.